Bonjour et bienvenue pour un nouveau BIP Info. Aujourd'hui, vendredi 19 octobre, nous allons parler formation supérieure avec notre invité. Bonjour Christophe Abadi, Bonjour merci Vincent. d'être avec nous. Directeur de Campus Centre. Alors Campus Centre, c'est le nouveau nom pour le centre de formation, ce qu'on appelait le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie. Et finalement, c'est tout un symbole, cette nouvelle dénomination, puisque ce sont les 30 ans cette année du centre de formation. Oui, nous avons fêté les 30 ans vendredi dernier avec une belle réussite puisqu'on a réussi à réunir plus de 700 personnes sur le MAC 36 à Châteauroux. Et puis, donc effectivement, c'est l'occasion pour nous de changer de dimension et d'avoir une visibilité de plus en plus régionale, voire nationale, qui va de pair avec l'évolution de nos niveaux de formation. Nous allons y revenir dans quelques instants, vous restez avec nous. Et puis dans la deuxième partie de cette édition, nous retrouverons comme chaque vendredi Linda Kerfa pour sa chronique Parlons-en et nous reparlerons d'Octobre Rose. On enchaîne avec les titres que nous allons développer dans le journal. Un nouveau centre pour les travailleurs handicapés du Puy-d'Ozon à Cluis. Gare au stationnement gênant ou illégal à Châteauroux, la police municipale vous verbalise électroniquement. Au centre de l'histoire, une série de documentaires que vous retrouverez sur BIP TV. Premier volet sur l'émir Abdelkader à Amboise, le prisonnier tant aimé. À Cluis, les AT du Puy-d'Ozon vient de s'installer dans un nouvel espace. À quelques jours de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, coup de projecteur sur ces 22 personnes et travailleurs handicapés. Ils font de la maintenance de locaux industriels, de l'entretien d'espaces verts ou s'occupent encore d'une blanchisserie industrielle. C'est l'ADAPI qui gère cette structure depuis près de 30 ans maintenant, une institution qui a fait ses preuves dans sa mission d'insertion sociale et professionnelle. Valentin Cruard. On fait 3 tonnes de linge par mois actuellement avec 7 personnes. Une blanchisserie flambant neuve et des espaces de travail entièrement rénovés et modernisés. Depuis le 25 juin, les 22 travailleurs handicapés de l'établissement et services d'aide par le travail de Cluis disposent ainsi de conditions de travail nettement meilleures dans les différents services que propose l'établissement. Nous développons une activité de service un peu plus forte dans la maintenance et l'hygiène des locaux, puisque nous formons de mieux en mieux nos personnels. Nous gardons notre point fort qui sont les espaces verts et notre blanchisserie qui est totalement modernisée, qui lui permettent d'appliquer toutes les normes d'hygiène nécessaires à pouvoir rendre un linge en meilleur état possible, mais avec un accueil chaleureux, puisque nous sommes avant tout quand même des travailleurs sociaux. Des travailleurs sociaux qui, accompagnés par 3 moniteurs d'atelier, exerçaient depuis 1985 leur savoir-faire sur le site du Puy-d'Ozon. Mais le bâtiment ne correspondait plus aux normes d'exigence du travail en milieu adapté, d'où ce déménagement dans la zone d'activité de la Grande Justice à Cluis. Alors pourquoi partir? Parce qu'on était dans les communs d'un château, et que dans les communs d'un château, eh bien, vous avez des escaliers, vous avez des espaces réduits, vous avez des poteaux qui sont au milieu qui vous empêchent de travailler. Aujourd'hui, il faut pouvoir offrir des conditions de travail ergonomiques, c'est-à-dire pratiques, facile, accessible. Cette grande loi de 2005 qui demande que la société devienne accessible, eh bien, il fallait rendre nos ateliers accessibles. Quoi de mieux, en même temps, symboliquement, que d'être dans une zone artisanale et commerciale, comme n'importe quel outil de production. Car malgré son rôle d'accompagnement des personnes handicapées, le ZAT traite avec différents clients et fournisseurs, finalement, comme toute entreprise. Un mode de fonctionnement qui a permis à l'établissement de réaliser plus de 550 000 € d'excédents pendant plus de 20 ans. Et c'est justement grâce à ces excédents que le ZAT de Cluis a pu s'offrir ce nouveau bâtiment, en mettant à profit les fonds propres de l'établissement. Et de son côté, l'association des paralysés de France sera présente sur le marché de Châteauroux demain matin, ainsi que dans la galerie marchande Leclerc à Issoudun. L'APF vous proposera des viennoiseries. L'argent récolté servira à financer ces différentes actions sur le département. Nous parlons formation supérieure, formation professionnelle et tout type de formation avec notre invité Christophe Abadi, vous dirigez Campus Centre, qui fête donc ses 30 ans. On revient un peu sur l'ensemble des formations proposées justement à Châteauroux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui. Donc le centre de formation a fêté ses 30 ans, 82. Les premières formations ont vu le jour. On a commencé par les formations de langue. C'est vraiment la base. Voilà. Et c'est un pilier qui est très important chez nous. Actuellement, nous avons donc trois organismes de formation en fait réunis sous le même label Campus Centre. Un centre de formation professionnelle continue. Donc pour salariés d'entreprise et pour demandeurs d'emploi, c'est plus de 3000 personnes qui passent sur ces actions de formation. C'est quand même des volumes assez importants. Nous avons également un centre de formation par apprentissage,
où là, on accueille sur de l'enseignement supérieur exclusivement entre 220 et 250 apprentis, avec une montée en puissance, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis un espace emploi compétences qui nous permet vraiment d'accompagner les personnes sur des démarches de validation des acquis d'expérience, sur des bilans de compétences. Et là, c'est pas loin de 400 à 500 personnes qui passent sur ce dispositif-là également. Et alors c'est la question qui fâche, mais qu'on se pose traditionnellement, y a-t-il suffisamment de débouchés derrière, en tout cas sur notre territoire, ce qui n'est pas le plus évident? Alors, je veux dire qu'on a la chance de pouvoir proposer des formations en adéquation avec les besoins des territoires. Donc, ce qui fait que pour nous, c'est assez facile de dire que l'on a un taux d'insertion à l'issue de nos formations d'entre 80 et 90%. Alors, vous allez monter en puissance, est-ce que vous nous expliquez, est-ce que vous allez nous expliquer, notamment avec cette installation qui va se faire sur l'éco-campus, donc entre le Centre d'études supérieures et l'IUT, avec lesquels d'ailleurs vous travaillez régulièrement. Et ce déménagement finalement va servir à un nouvel élan, quoi, un nouveau démarrage. Oui, nous aménageons donc des locaux, une ancienne friche industrielle qui est située en face du site du Centre d'études supérieures de Châteauroux, à proximité de l'IUT, ce qui a permis une réflexion et de créer et de communiquer sur une association qui va être l'éco-campus de Châteauroux. Donc c'est intéressant puisque l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, cet ensemble-là est localisé en fait à proximité. Donc ce qui nous permet effectivement, les locaux qui sont en train d'être construits et que l'on aura au printemps prochain, vont disposer de laboratoires de recherche, de salles de cours, de salles informatiques, de laboratoires de CAO-DAO. Donc tous ces éléments-là en fait viennent en complément de ce qu'il y a à l'IUT ou de ce qu'il y a aussi dans d'autres lycées sur la place de Châteauroux ou au centre d'études supérieures. Donc on est vraiment sur une complémentarité, une synergie. Actuellement, par exemple, nous avons donc accueilli la première promotion d'élèves ingénieurs HEI, les hautes études d'ingénieurs de Lille, et actuellement ils sont hébergés au centre d'études supérieures puisque les locaux ne nous ont pas encore été livrés définitivement. Et alors la montée en puissance, ça va donner quoi très concrètement? De nouvelles ouvertures, Eh bien, la montée en puissance, c'est que sur nos 3 filières, donc dans le domaine de l'apprentissage, nous avons des formations liées au métier de la fonction commerciale au sens large, donc du bac+2 au bac+3, avec une réflexion sur un bac+5 également dans ce domaine-là. Ça sera dans 2 ou 3 ans. Je pense qu'on aboutira à un moment donné sur un diplôme de ce niveau-là. Par contre, donc, nous avons un bac+5, un bac+2 et un bac+5 dans le domaine informatique, en partenariat avec la CESI, et un bac+2 et un bac+5 dans le domaine de l'industrie avec un BTS et puis un diplôme d'ingénieur en partenariat avec les hautes études d'ingénieurs de Lille, ce qui va nous permettre une montée en puissance. Actuellement, c'est 230 apprentis. À terme, d'ici 2 ans, quand on sera en activité de croisière, on aura entre 350 et 400 apprentis sur le site, sur le nouveau site. En espérant que le tissu économique puisse permettre que ces places d'apprentissage soient complétées dans les entreprises localement. Parce que c'est bien d'avoir une formation supérieure de qualité, hein, ça on l'a bien compris, ça sera le cas. Ça a été une très grande surprise puisque la formation d'ingénieur a donc ouvert cette année à la rentrée de septembre et on avait prospecté un petit peu avant les entreprises pour avoir leur ressenti et leur capacité d'accueil. Et en fait, on s'est aperçu que on avait quasiment 3 à 4 postes par apprenti. Vraiment, les entreprises jouent le jeu à fond et ont vraiment un besoin sur ces niveaux de formation. Et en plus, des entreprises vraiment régionales, c'est-à-dire que on avait à peu près 60 à 70 places d'entreprises potentielles possibles. La moitié des places étaient fournies par des entreprises de la région centre. Et la moitié de cette région centre, c'était le département de l'Indre. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est aussi important, et là on remplit une partie du cahier des charges sur lequel ça avait été annoncé, c'est qu'on a réussi à accueillir aussi et à attirer des élèves qui viennent vraiment de la France entière. Donc en fait le challenge qui est d'essayer d'attirer des gens de l'extérieur pour les maintenir dans la région et en particulier dans le département, on s'aperçoit qu'avec cette formation on y arrive. Eh bien merci en tout cas pour toutes ces informations et on vous souhaite une bonne continuation de cette année scolaire. Merci. Merci Christophe Abadli. Un mot de politique et l'élection sans surprise hier soir d'Harlem Désir au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Un peu plus de 72% des militants, 77% dans l'Indre. À noter le faible taux de participation, à peine 50% à l'échelle nationale, 55,6% pour le département.
Vous faites peut-être partie des automobilistes qui ont eu la mauvaise surprise de découvrir les PV nouvelle génération. À Châteauroux, depuis le début du mois d'octobre, les agents de la police municipale sont équipés pour dresser les procès-verbaux électroniques sur votre pare-brise désormais en cas d'infraction au stationnement, notamment un simple avis de contravention. Vous la recevrez ensuite chez vous par la poste. Simplification de la procédure, réduction des erreurs et des manipulations. L'objectif n'est donc pas de faire du chiffre, mais on peut malgré tout s'attendre à une augmentation du nombre d'amendes délivrées aujourd'hui, comprises entre 18 et 20 000 chaque année. À Châteauroux, le reportage de Briec-Cavalin. Ancien maréchal des logis-chefs d'une unité test du procès-verbal électronique déjà en service pour la gendarmerie et la police nationale, Christophe Guillet a mis son expérience au profit de la commune de Châteauroux. Nommé chef de service de la police municipale il y a un an, le policier a conseillé la ville pour le choix d'un nouvel équipement. Plus léger, plus intuitif et plus performant, le PDA de verbalisation électronique remplace depuis 2 semaines l'illustre carnet à souche. Avec le papier, si nous avions commis une erreur, on ne pouvait pas revenir en arrière. Le timbre-amende était donc détruit, avec toujours pareil, toute la rédaction de rapports, des lourdeurs administratives assez pénibles, on va dire. Là, à chaque moment de la verbalisation, on peut revenir en arrière, on peut modifier enfin, on peut tout vérifier. Et ensuite, dès qu'il y a verbalisation, nous rentrons au bureau, toutes les données sont cryptées et envoyées directement au Centre national de traitement de Rennes. Un traitement automatique des infractions pour sécuriser l'acheminement de la contravention directement chez l'usager. Un travail moins fastidieux pour les 28 agents qui composent la police municipale et le service de gestion du stationnement. La ville s'est équipée d'une vingtaine d'appareils à 900 € l'unité, avec une prise en charge de l'État à hauteur de 50%. Il y a de plus en plus de véhicules, et ce malgré les transports en commun gratuits. Il nous faut donc effectivement être réactifs et puis éduquer les usagers. Nous n'avons pas comme objectif, et ce sont les instructions que je donne au service, le rendement entre guillemets. Ceci étant, c'est absolument indispensable, sinon notre ville serait saturée. Actuellement, seules les infractions liées au code de la route et au stationnement sont concernées par la mise en place de ce dispositif. À terme, ce sont toutes les contraventions relevées par timbre-amende papier qui pourront être traitées par PDA. L'histoire de la région Centre vue sous un autre angle. BIP TV et Lancôme Multimédia coproduisent une série de 8 documentaires consacrés à des personnages et à des périodes historiques méconnues. Le projet s'appelle Au centre de l'histoire. Il est écrit et réalisé par 2 berrichons avec l'appui d'experts et d'historiens. Le premier rendez-vous sera diffusé la semaine prochaine sur BIP TV et aborde la vie de l'émir Abdelkader à Amboise. Laurent Mabed a rencontré les auteurs du film lors de son avant-première hier soir à Issoudun. Bienvenue au centre de l'histoire. Avec moi, comme moi, vous allez découvrir quelques-uns des personnages qui ont marqué la région Centre. Alors suivez-moi dans le grenier de notre histoire et voyons ensemble ce que nous allons y découvrir. Au centre de l'histoire, c'est le titre de la nouvelle série documentaire coproduite par Lancôme Multimédia et BIP TV que vous pourrez découvrir dès la semaine prochaine sur notre antenne. Composée de 8 volets de 52 minutes chacun, cette série très ambitieuse nous dévoile des pans méconnus de l'histoire de notre région. La série Au centre de l'histoire a été créée afin de valoriser le patrimoine de la région Centre. Nous avons de la chance d'habiter dans une région très riche culturellement, avec des personnalités phares comme Georges Sand, comme Pierre de Ronsard, encore l'émir Abdelkader qui a séjourné dans le Val-de-Loire. Et nous avons décidé de créer un projet qui rassemblerait tout ça et qui serait vraiment en synergie avec le patrimoine de notre région. Des témoignages d'historiens, des images d'archives, le premier numéro de la série consacré à l'emprisonnement de l'émir Abdelkader à Amboise pose des jalons très prometteurs. On est sur du travail de fond qu'on essaye de rendre ludique avant tout. C'est pour ça qu'on a jugé de faire mes présentations dans un cabinet de curiosité. On considère que c'est le grenier de notre région et qu'on le dépoussière. Au centre de l'histoire tente à la fois de réaliser une enquête minutieuse sur certains événements historiques et de dresser un portrait sans condescendance de certains personnages illustres. Il ne s'agit pas de démonter les statues, de faire tomber les renoms, mais il s'agit peut-être de les rencontrer véritablement, d'aller plus loin
que la simple apparence, le simple vernis, et de voir que derrière, il y a des vies, il y a des pensées complexes, il y a des enseignements, il y a des recherches, des enjeux, un appât du gain peut-être même parfois pour certains, ou au contraire une grande générosité. Et c'est tout ça qui nous intéresse, c'est d'ouvrir les dossiers un petit peu en dessous. Le premier numéro de la série, consacré donc à l'émir Abdelkader, sera diffusé vendredi prochain, 26 octobre, à 20h30 sur BIP TV. Les populations se soumettent alors aux Français, des alliances se défont. Et on termine avec une exposition à voir jusqu'à la fin du mois à Châteauroux, celle des employés municipaux. 16 d'entre eux, dont 8 retraités, exposent dans leurs œuvres dans le hall de l'Hôtel de Ville. C'est tous les 2 ans. Ça s'appelle Municipart. L'initiative a 30 ans cette année. Il met à l'honneur des peintres, des sculpteurs et des photographes. Et le rendez-vous vaut le détour, comme nous le montre Sarah Benassen. Jacques contemple l'église Saint-André de Châteauroux. Rien de plus normal puisqu'il lui aura fallu près de 2635 heures de travail pour réaliser cette maquette. Une création d'1,70 m de hauteur avec les moindres petits détails étudiés. Vitraux, bancs, une pièce maîtresse de l'exposition Municipart qui se tiendra jusqu'à la fin du mois dans le hall de la mairie. J'ai créé pas mal de petites miniatures au départ. Et puis là, je m'étais donné un défi, essayer de représenter l'église Saint-André. Et on me disait, à chaque fois que j'ai des personnes qui passaient me voir, ils me disaient, bon, c'est bien, tu as fait la façade, mais il faudrait continuer la faire entièrement. Municipart est un rendez-vous qui se renouvelle tous les 2 ans. Les pièces exposées sont uniquement créées par des employés municipaux de la mairie, actifs ou à la retraite. Une idée qui a fusé il y a plus de 30 ans dans la tête d'un employé qui depuis perdure. D'ailleurs, son fils suit ses traces dans la photographie animalière. Il faut bien pour avoir une très bonne connaissance au niveau des sujets qu'on veut faire photographier, surtout dans le respect de l'animal, ne pas le déranger, pour essayer d'avoir des comportements normaux. Je veux dire, comme je vais vous dire par exemple, comme le chevreuil en toilettage, il ne faut pas venir comme ça et puis effrayer les animaux. Comme pour la période du brame, quand on veut faire des photos style de saillie. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de repérage. Donc voilà, hein. Et puis une très bonne connaissance du terrain. Certaines pièces, comme ces jouets en bois qui fonctionnent, seront à vendre prochainement au profit d'associations caritatives. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Christophe Abadi d'être passé nous voir aujourd'hui sur le plateau de BIP TV. À suivre la météo et puis dans une minute, parlons-en avec Linda Kerfa et l'on reparle cette semaine d'Octobre Rose. Linda Kerfa vient de prendre place sur le plateau pour sa chronique du vendredi. Bienvenue Linda. Merci. Et nous sommes en octobre, ça n'échappe à personne, nous parlons de dépistage. Exactement, d'Octobre Rose, le mois du dépistage du cancer du sein. Plus exactement, c'est une opération d'information et de sensibilisation autour de ce dépistage. Alors, il faut savoir qu'en France, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Et on estime à 11 500 le nombre de décès dus à un cancer du sein en 2011. Alors, il faut savoir qu'une femme sur 8, quand même, risque de développer un cancer du sein, d'où l'importance du dépistage, puisque dépisté à un stade précoce, on peut s'attendre à une guérison dans plus de 90% des cas. Donc, c'est pas négligeable. Donc, la cible de ce fameux dépistage d'Octobre Rose, ce sont les femmes de 50 à 74 ans, dans
l'Indre, c'est le CREDEP qui s'en charge. Le CREDEP, c'est le Centre de recherche épidémiologique de dépistage et de prévention. Donc, on va écouter tout de suite un des médecins du CREDEP qui nous rappelle comment marche le dépistage dans notre département et qui nous en rappelle également son importance. Donc, ça date de 2006. Très bien. Alors, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a eu un cancer du sein, madame? Non. D'accord. Est-ce que vous prenez un traitement hormonal pour la ménopause? Non. Et est-ce que vous êtes ménopausée? Non. Pour le dépistage du cancer du sein, les femmes de 50 à 74 ans, les inciter à participer à ce dépistage organisé qui permet chaque année de dépister. Par exemple, en 2011, nous avons dépisté 90 cancers du sein. Au cours de ce dépistage, il y a donc l'invitation qui est envoyée à chaque femme, qui lui permet de prendre un rendez-vous chez un radiologue agréé pour le dépistage organisé, pour faire sa mammographie et avoir un examen des seins. À la suite de cette mammographie, donc, il y a une lecture faite par le radiologue expert. Et il y aura pour toutes les mammographies normales une deuxième lecture qui sera faite dans le centre de dépistage, donc au CREDEP. Et cette deuxième lecture permet de rattraper environ 5% des cancers passés inaperçus en première lecture. Respirez. Voilà, vous pouvez vous retirer. Ça va? On est là aussi donc pour conseiller les femmes, leur dire si elles sont éligibles ou pas pour le dépistage, leur donner des conseils, donc les rassurer aussi, parce que quelquefois la participation au dépistage peut générer une angoisse sur déjà l'attente du résultat. Quand il y a un résultat anormal, donc il peut y avoir des angoisses. Certaines femmes peuvent nous appeler. Et là, nous avons aussi le rôle de conseil pour les diriger vers éventuellement le médecin traitant, un spécialiste, et les rassurer. Le dépistage, c'est pas parce qu'on participe au dépistage qu'on a le cancer. Non, on participe au dépistage pour savoir si on n'est pas éventuellement porteur d'une tumeur bénigne ou une petite tumeur maligne, mais qui, prise au début, va entraîner une guérison. Voilà. D'où l'importance du dépistage, effectivement. Exactement, et surtout, il faut savoir que ce dépistage est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. C'est quand même important de le rappeler. Donc, l'année dernière, dans notre département, plus de 18 000 femmes ont reçu une invitation à se faire dépister et 10 000 ont répondu, ont subi une mammographie. Donc, ça fait 56% de la population concernés. Alors, on estime qu'il faudra atteindre le taux de 70% pour avoir une réelle incidence sur le taux de mortalité. Mais quand même, comme le disait le docteur Valette dans le reportage, le dépistage dans le département a permis de détecter 90 cancers du sein l'année dernière. Alors, j'imagine que vous en avez entendu parler, Vincent. Fin septembre, il y a eu une polémique autour de ce dépistage. C'est l'association, l'UFC Que Choisir, qui a voulu pointer le risque de surdiagnostic dans le dépistage systématique. En quelques mots, le surdiagnostic, c'est la détection d'une petite lésion cancéreuse, mais qui n'aurait pas évolué en cancer du sein, mais pour laquelle on va mettre en place des examens et des traitements lourds qui s'avèrent finalement parfois inutiles. Donc on estime à 10% le nombre de surdiagnostics en France. Du coup, Marisol Touraine a demandé une étude sur ce sujet à l'Institut national du cancer. Mais quand même, il faut noter que selon l'Organisation mondiale de la santé, ce dépistage systématique permet de faire baisser de 20% le taux de mortalité dû au cancer du sein dans le monde. Voilà. Et pour finir, dans l'Indre, le CREDEP organise mardi une conférence débat sur le thème « Mieux prévenir et détecter plus tôt les cancers ». C'est à la Chapelle des Rédemptoristes à 18h à Châteauroux, voilà, si vous voulez y assister. Et j'aimerais juste rajouter un mot. En fait, pour la première fois cette année, l'Institut Curie à Paris a mis en place une web radio. Et cette web radio, on pourra l'écouter jusqu'à la fin du mois, donc sur le thème du cancer du sein. Donc pour poser des questions, il y aura des interventions, enfin il y a déjà des interventions de médecins, d'experts, etc. Il y a 2 heures de programme en direct de 16h30 à 18h30. Voilà, et il faut taper sur internet radio.curie, évidemment, .fr. Bien, merci beaucoup pour ces informations très complètes. Merci Linda. Merci.
Et on revient à vendredi 19 octobre. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres que nous avons développés dans le journal. 22 personnes en situation de handicap travaillent dans les nouveaux locaux de l'ESAT du Puy-d'Auzon à Cluis. Les contraventions sont virtuelles à Châteauroux. Ce sont les procès-verbaux électroniques. Le premier volet de la série Au centre de l'histoire sera diffusé vendredi soir prochain sur BIP TV. Fin de ce BIP Info. Merci de votre fidélité. À suivre la météo. À 19h05, vos scènes de chasse avec les bécasses en Sologne. Et puis à 20h30, votre émission Sans détour avec Joël Buzat et Julie Manière. Quelles mesures pour l'emploi? L'information revient lundi à 18h30. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer un excellent week-end.